Bonjour. Je vais faire un petit point sur les cytopénies auto-immunes et la génétique. Alors, j'ai repris une partie de topo que j'avais fait en début d'année à la CHIP et puis aussi j'en ai des plaquettes. Pour certains, ça va être un peu une redite. Je n'ai pas la peine de présenter le laboratoire à imaginer. Je pense que depuis le temps, vous le connaissez. Et là, aujourd'hui, la question, c'est de se dire à quel moment, chez qui et quand on fait une recherche génétique chez des patients qui ont des cytopénies auto-immunes. Et j'ai mis un arbre qui est un peu caractéristique. On a souvent de la pénétrance incomplète ou de la non-pénétrance pour les généticiens. C'est-à-dire qu'on a des individus qui sont en blanc ici avec la petite barre verticale, donc qui portent le même variant génétique que le patient, mais qui ne vont jamais développer de manifestation. Rechercher, et puis l'expression clinique peut être assez variable. Est-ce qu'on recherche systématiquement dans toutes les cytopénies auto-immunes? Alors là, le premier exemple, c'est d'abord les cytopénies auto-immunes qui s'accompagnent d'autres manifestations immunitaires, que ce soit chez le patient ou chez un relatif, même si cette manifestation immunitaire n'est pas une cytopénie auto-immune. Et pour vous illustrer ça, donc les immune checkpoints, bon, c'est pour rappeler que aussi lorsqu'on trouve des variants, après il va falloir les valider. Quand les variants sont connus, ils sont validés d'office, pour qu'ils ont déjà été décrits. Mais sinon, il faut les valider fonctionnellement. On développe des tests fonctionnels in vitro qui sont pas forcément en routine. Et donc là, l'exemple de ce TLA4 et l'RBA, le lymphocyte T est régulé, reçoit le signal du TCR du CD28. Et une fois activé, ils vont exprimer CD4 qui va rentrer en compétition avec CD28 et donc qui va bloquer l'expression. Les lymphocytes T régulateurs, eux, expriment de façon constitutive CTLA4 et donc c'est une des voies de régulation, mais il y en a beaucoup d'autres. Ça, c'est le schéma maintenant bien connu du recyclage de CTLA4 qui va passer par des endosomes dans lesquels il va y avoir l'expression de LRBA et qui permet le réadressage de CTLA4 à la surface. Si l'RBA est absent, dans ce cas-là, on va avoir une destruction lysosomale du CTLA4 et du coup un déficit secondaire en CTLA4 à la surface à la surface et en intracellulaire des lymphocytes T régulateurs. C'est typiquement ce qu'on trouve dans les familles CTLA4. Un individu, donc lui qui était venu, qu'on avait étudié pour un syndrome d'Evans. Dans l'histoire familiale, il y avait un oncle maternel qui avait fait un syndrome d'Evans dans l'enfance et puis qui à l'âge adulte a développé un GLID. Quand on fait la recherche de la mutation, quand on a fait le séquençage, on a trouvé la mutation CTLA4. Et quand on a fait la ségrégation, cette mutation était héritée de sa maman du grand-père maternel qui était asymptomatique, il y avait un oncle paternel asymptomatique et l'oncle symptomatique. Pardon, la validation de ces mutations, comment elle se fait? Les lymphocytes T régulateurs expriment de façon constitutive, c'était la 4, donc on peut repérer sur cette population, la petite gate ici, les lymphocytes T régulateurs par différents types de marquages, ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Mais ce qu'on peut voir, c'est quand on guette sur cette population, il y a une diminution d'à peu près de moitié de l'expression de CTLA4 par rapport au contrôle, donc qui valide la mutation, en tout cas en termes d'expression. Jusqu'à présent, je crois que on n'a pas encore vu de variante CTLA4 avec une expression normale de CTLA4. Pour l'RBA, c'est plus compliqué. Alors là, en termes de génétique, on va avoir souvent des VUS sur ce grand gène. Il y a plus de 57 exons, sauf que c'est une maladie récessive. Jusqu'à présent, aucune mutation dominante et on a quasiment tout le temps un déficit complet, comme on peut le voir sur le Western blot. Donc, première méthode de validation. On a quand même quelques patients qui ont tous les symptômes et qui ont une expression à peu près normale. Donc, dans ce cas-là, on va aller vérifier l'expression de CTLA4 sur les Treg. Encore une fois, comme c'est constitutionnellement exprimé dans les Treg, on peut voir la diminution chez ces patients RBA qui est à peu près équivalente à celle des individus qui ont une mutation hétérozygote de CTLA4. Validation importante et expression clinique extrêmement variable. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, rechercher des causes génétiques chez des individus qui ont des cytopénies auto-immunes avec des relatifs qui ont des pathologies auto-immunes inflammatoires ou allergiques
Et dans cette famille, on avait ce patient avec son syndrome d'Evans et qui est malheureusement décédé d'une hémorragie cérébrale avec son PTI réfractaire. Et son petit frère avait, lui, une polyarthrite érosive sévère, comme c'est imagé ici, un diabète de type 1, mais aucune lymphoprolifération et aucune cytopénie, il n'en a toujours pas développé. Et donc, il a pu recevoir un traitement par abatacept qui a permis de contrôler l'évolution de sa polyarthrite. Encore une fois, même dans une maladie récessive avec un défaut complet de la protéine, et on avait regardé sur les échantillons des deux patients, il y a exactement le même défaut. Alors parfois, il faut faire attention aux associations, puisque le deuxième patient avait aussi un pseudoxanthome élasticum, et on se demandait si ça pouvait être une conséquence de l'RBA, et en fait, il a une deuxième mutation récessive de la BCC6, qui montre qu'on peut avoir deux maladies génétiques chez un même individu, et c'est finalement pas beaucoup plus rare que d'avoir une seule maladie. Donc, évidemment, l'avantage, c'est le traitement potentiel, et avec une efficacité qui est assez importante sur la lymphoprolifération, mais aussi sur les cytopénies auto-immunes, comme c'était imagé ici. Et donc, le résumé de tout ça, c'est que le déficit en CTLA4, qui est hétérozygote, on a une forme homozygote, mais qu'on n'a pas encore complètement validé. LRBA récessif, c'est homozygote ou hétérozygote composite. Ça entraîne un déficit de CTLA4 sur les lymphocytes régulateurs comme sur les lymphocytes activés. Il y a un très large spectre de maladies auto-immunes et l'importance du diagnostic génétique, c'est qu'on peut vraiment cibler le traitement avec l'abatacept. Les cytopénies auto-immunes, c'est à peu près 25-30% des patients avec des mutations de CTLA4 ou LRBA. Enfin, je vais jusqu'à 40-50%. C'est pas nécessairement la première présentation et on va avoir donc tout le spectre de pathologies auto-immunes et aussi allergiques. Le deuxième exemple que je veux reprendre pour illustrer ce propos, qu'il faut rechercher des mutations chez des enfants qui ont des cytopénies auto-immunes avec un relatif qui peut développer d'autres pathologies, c'est le travail qu'avait décrit Jérôme sur SOX1 en collaboration avec Alexandre Bello qui lui fait plutôt du lupus pédiatrique et Stéphane L qui fait du déficit immunitaire. Donc on avait commencé par ce patient de la cohorte Action, enfin cette patiente, pardon, on a trouvé une mutation de SOX1. Il y avait une mutation chez sa maman qui avait un Hashimoto, avait fait un PTI à 10 ans et, euh, et chez l'enfant un PTI sévère avec une hémorragie intracrâniale et puis qui était sous bon contrôle immunosuppresseur. Et on a eu donc en collaboration avec Stéphane et avec Alexandre d'autres familles, mais avec un syndrome lymphoprolifératif auto-immun de type ALPS et un lymphome hodgkinien classique chez un des patients. Un lupus cutané dans une autre famille, un lupus rénal dans la dernière famille avec un psoriasis chez le frère, qui montre qu'avec la même mutation, on peut avoir un psoriasis sévère ou un lupus rénal. Encore une fois, la pénétrance incomplète, puisque les individus en gris sont porteurs de la mutation, mais ne développent pas de symptômes. Quand on regarde fonctionnellement in vitro, ils ont le même défaut fonctionnel. Donc, il doit y avoir quelque chose en plus chez les patients. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est épigénétique? Est-ce que c'est environnemental? Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, ça illustre cette boucle de régulation négative, le SOX1, c'est-à-dire qu'on a nos cytokines, JAK-STAT, l'expression de nombreux gènes de survie de prolifération, dont SOX, qui va venir réguler négativement puisqu'il va contribuer à la dégradation par le protéasome des JAK et des STAT. Et puis, il va aussi inhiber en se fixant sur les sites de phosphorylation. Euh, on a un contrôle de l'interféron gamma, enfin des deux types d'interférons, 1 et 2, l'IL2, enfin, de toutes les cytokines gamma C. Et ce que Jérôme avait montré, c'était que on a d'abord une hyperphosphorylation en réponse aux cytokines, mais pas de façon spontanée, et que les inhibiteurs de JAK étaient efficaces in vitro, aussi bien sur la phosphorylation que la transcription, et que la prolifération lymphocytaire, puisque ici, quand on met de l'IL2 chez un contrôle, il prolifère pas. Et quand on mettait sur les cellules de patients, on avait une très forte prolifération. Et le Ruxo bloquait cette hyperprolifération
IL-2 ne bloque pas la lymphoprolifération anti-CD3. Donc cette validation in vitro de l'usage des JAK inhibiteurs avait conduit à traiter certains patients par le Ruxo. Donc cette patiente avec hypogamma, hépatite auto-immune et donc des granulomes cutanés et une alopécie, après 6 mois de traitement par le baricitinib, le médecin avait constaté une très bonne amélioration. Et chez le patient qui avait... ouais, ouais, c'est Bara. Oula, c'est pas ça, un truc bizarre. Ah, merde, je vais trop vite. Mais comme c'est sur la clé, ça va doucement. Ah non, mais il aime pas, hein. Quand on revient en arrière, il aime pas du tout, hein. Ouais. Donc c'était pour illustrer les images, faut que j'aille doucement. Que chez voilà, chez le psoriasis, lui, il avait eu d'abord Bara, et puis il est passé au Ruxo, ou l'inverse, je me souviens plus, non, Tofa, et puis ensuite il est passé sous baricitinib. Parce que la réponse était incomplète et donc une résolution de son psoriasis. Donc encore une fois, un traitement ciblé dans une indication qui est pas forcément évidente. Alors, grâce à une cohorte, enfin un registre, pardon, de l'ESID, euh, Jérôme, en collaboration avec l'équipe de Freiburg, a pu regrouper une centaine de patients avec des mutations de SOX1. Donc, on les a récupérés partout en Europe. Donc, non, pardon, 67 dans le registre de l'ESID et 52 dans UK Biobank. Et ce qu'on peut constater, et ce qui est assez intéressant, c'est que bon, les cytopénies auto-immunes, c'est à peu près 40% des patients, mais en fait, les atteintes les plus importantes sont des manifestations allergiques et inflammatoires. Donc, ce qui étend complètement le phénotype clinique du déficit en SOX1, qui peut vraiment être extrêmement variable d'un individu à l'autre, dans une même famille, avec la même mutation. Donc, on a décrit l'année dernière les déficits en PTPN2 qui avaient été décrits d'une part par l'équipe de Nadine Serf dans des entéropathies auto-immunes et par le groupe anglais dans les déficits immunitaires plutôt de type DICV. Avec Alexandre, Bello, pardon, on a trouvé des mutations à la fois dans des cytopénies auto-immunes, enfin dans des évans, et dans une famille de lupus pédiatrique et donc qui montre encore une fois la grande variabilité d'expression de la régulation de la voie de JAK-STAT, enfin, des défauts de régulation de la voie de JAK-STAT, et encore une fois de la pénétrance incomplète avec les individus en gris qui portent la mutation et qui n'ont pas de manifestation ni auto-immune, ni inflammatoire, enfin, ni immunitaire. On avait montré qu'il y avait un excès de lymphoprolifération un peu comme dans les SOX1, ce qui pose la question du rôle de ces deux régulateurs en termes de recherche, parce qu'on ne sait pas pourquoi l'un ne compense pas l'autre. Mais en tout cas, les déficits hétérozygotes avec haploïnsuffisance soit de SOX1, soit de PTPN2 conduisent à une hypersensibilité aux cytokines et donc un spectre clinique varié, lymphoprolifération, syndrome d'Evans pédiatrique, lupus, psoriasis et d'autres, comme ça a été décrit dans le papier de Jérôme Adjadj, et une pénétrance incomplète. Donc oui, je pense qu'il faut rechercher absolument des causes génétiques dans des familles où soit l'individu présente, en plus de ses cytopénies auto-immunes, des atteintes immunitaires variées, ou d'autres atteintes chez un, même si ces atteintes sont très différentes. Je vous rappelle, il y avait le diabète et la polyarthrite à côté d'un EVANS. Donc, dans le syndrome d'Evans, Jérôme l'avait montré aussi il y a quelques années, et en fait, on trouve des mutations, comme ça a été dit tout à l'heure, un peu dans tous les checkpoints. Donc, on était à peu près à donc on a 65%. Alors, on a un peu poussé dans cette publication parce que là, il y avait dans le cadran jaune des mutations évidentes, enfin validées de gènes connus pour être associés à de la dysrégulation immunitaire. Et puis une liste assez importante, 30%
patients avec des mutations dans des gènes dont on ne pouvait pas faire directement la corrélation avec la dérégulation immunitaire. Certains ont été validés, JAK1, JAK2 et d'autres, mais d'autres sont abandonnés aujourd'hui. Et donc, on pense que, enfin, en tout cas, il n'est pas possible de montrer un lien évident entre les mutations de ces gènes et la dérégulation immunitaire. Dans le syndrome d'Evans, oui. Alors chez l'adulte, ça c'est un travail qui a été fait au laboratoire par Étienne Crix en collaboration avec le CERECAI évidemment. Donc Étienne est venu faire un postdoc au labo et donc il a de façon extrêmement efficace recruté 122 patients avec un lupus à début un syndrome d'Evans à à l'adulte, après 18 ans. Alors, évidemment, il y a une petite caveat, comme ils disent bien, c'est que on a à peu près 20% des individus qui ont commencé leur première cytopénie avant 18 ans, donc qui rentreraient dans la classification du CEREVANS comme des Evans pédiatriques. Enfin bon, le truc, c'est que leur aisance a vraiment été identifiée quand ils étaient adultes pour la deuxième cytopénie. Et donc, on a fait de l'exo, exactement ce qu'avait fait Jérôme, et on a trouvé à peu près 10% de mutations dans des gènes. Alors, c'est assez intéressant. Donc, on retrouve les mêmes voies. C'était la 4, pas de LRBA, et je pense que ce sera plus difficile de trouver des LRBA chez l'adulte parce que le LRBA commence plus tôt que le CTLA4. En général, le CTLA4, c'est de 10 ans à 54 ans, je crois, pour les cas les plus vieux, pour vraiment le début de la maladie. Et l'IRBA, c'est homozygote, c'est un défaut qui est complet. En général, ça commence plus tôt, c'est plus sévère, ça demande plus de lignes de traitement. À mon sens, on n'en trouvera pas chez l'adulte, mais on sait jamais. JAK-STAT, donc pour l'instant, il y a un PTPN2, perte de fonction, qui a été mise en évidence. Pas de gène de l'apoptose, là encore, FAS ligand. Ce sont des maladies qui commencent tout le temps à l'âge pédiatrique. On avait fait un article avec Olivier Lambotte sur les formes adultes. Et en fait, je crois que sur 6, on avait répertorié 6, il y en a 4, en fait, c'était un diagnostic qui avait été loupé à l'âge pédiatrique. Et quelques, deux ou trois qui ont vraiment commencé à l'âge adulte, mais c'est extrêmement rare. Donc, pareil, à mon avis, on n'en trouvera pas beaucoup. NF-κB, mutation NF-κB1 et A20, HA20. Les mutations sur la voie mTOR avec une mutation homozygote de PIK3CG. Effectivement, on trouve des mutations. Là, c'est les arbres. Alors, c'est un peu petit parce que j'ai pris la figure de la révision, enfin, du papier qui est en cours de révision. Et donc, on voit qu'il y a des atteintes chez les apparentés qui sont diverses, des déficits humoraux, des maladies inflammatoires ou auto-immunes variées. Et je crois qu'il y a qu'un seul cas où on a enfin, on a que du syndrome d'Evans. Donc, il vraiment répète ce qu'on a identifié chez l'enfant avec une proportion plus faible. Alors, est-ce qu'il faut aller au génome? Est-ce qu'il faut aller chercher des mutations somatiques? La question reste ouverte, mais je pense que la découverte d'un syndrome d'Evans peut faire évoquer une recherche génétique euh, avec un certain poids, puisque bon, on va trouver au moins chez 10% des patients des mutations. La question des cytopénies isolées. Alors la HAI, compte tenu de son risque relatif dans les déficits et les dysrégulations immunitaires, très certainement. Les PTI réfractaires au traitement, donc c'est le projet qu'on va essayer de développer avec Sébastien. Et donc, pour rappel, les risques relatifs dans la population des déficits et dysrégulations immunitaires primitives, 120 fois le risque relatif pour les cytopénies en général, 830 fois pour les anémies hémolytiques auto-immunes. Donc, évidemment, chez un enfant, une HAI, il faut aller faire soit un panel, soit un exo. Pour finir, les messages que je voulais donner aujourd'hui, à mon sens, il faut dans les maladies auto-immunes faire une recherche génétique. Alors sur panel, peut-être de façon sur des populations plus ciblées, mais sinon on peut faire de l'exome recherche. Alors c'est pas toujours fructueux, mais ça peut aider. Même quand ça débute chez l'adulte.
Et donc, on l'a vu, c'était la CAT, SOX, on a même parfois des RAG qui se sont ignorés pendant longtemps. Ces variants rares doivent être considérés et c'est ça qui est difficile dans l'interprétation des VUS. Même quand le variant est présent chez les relatifs, et ça je sais pas encore comment ils font trop sur ces Sequoia pour faire ça. Il y a évidemment des gènes avec de la pénétrance incomplète qui est connue, mais on n'est pas à l'abri qu'on ait des gènes pour lesquels ce ne soit pas encore connu. Et en fait, on a des variants, mais on va peut-être les mettre de côté parce qu'il y a un individu sain qui va porter la même mutation. Et aussi, quand on a des relatifs, parents, oncles, cousins, avec des pathologies, même si ces pathologies sont très différentes, mais qu'elles ont un lien avec l'immunité. Évidemment, les débuts précoces, les formes familiales, il n'y a aucune question, il faut faire une recherche génétique. Alors que ce soit panel, exome ou maintenant les génomes cliniques. Et donc l'interprétation des VUS. Donc pour des gènes connus comme c'était la CAF et l'RBA, on peut assez facilement faire la validation, mais encore que c'est pas fait dans les laboratoires de routine, hein, parce que le marquage T-Rex le marquage CTLA4 sur les T-Rex, je connais pas de labo qui le font, enfin, même OCD veulent pas le faire. Évidemment, le phénotype clinique, enfin biologique et clinique qui va orienter la validation des variants génétiques qui vont être mis en évidence, même si parfois ça peut nous tromper. On peut avoir des patients stade 3 gain de fonction qui peuvent ressembler comme deux gouttes d'eau à un ALPS. C'est ce que m'avait dit une fois l'infirmière, m'a dit il faut trouver une mutation face. On avait séquencé face, c'était pas ça, et c'était un stade 3 GOF. Quoi. Voilà, tout le monde. Avec la génétique, il faut être très très modeste. Et évidemment, ces recherches génétiques, elles ont une importance parce que ça peut mener à des traitements ciblés et donc ça peut vraiment aider les patients. Donc, les remerciements de Cerevance, tous les partenaires, et puis les partenaires à Imagine où sont faits ces travaux de recherche.